We all love stories. We're born for them. Stories affirm who we are. We all want affirmations that our lives have meaning. Aussi loin que je me souvienne, le premier film d'animation que j'ai regardé, c'était un Disney. Je sais plus si c'était Le Roi Lion ou peut-être Hercule, mais j'ai continué à les regarder à tel point que j'en ai gardé mes VHS aujourd'hui. C'est très récemment, en écrivant cette vidéo en fait, que j'ai l'impression d'avoir eu la chance de grandir en même temps que le cinéma d'animation. Disney connaît un nouvel âge d'or, Pixar fait évoluer l'animation, DreamWorks voit le jour et Ghibli se voit distribuer dans le monde entier. Et même la France n'a pas eu à rougir de ses productions. Alors parfois, ça m'arrive de me poser la question, après mes 30 ans, de savoir s'il y a vraiment un âge pour regarder un dessin animé. Tu te préoccupes trop de ce qui a été ou de ce qui sera. Un dicton dit « Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. » C'est pourquoi on l'appelle le présent. Il faut avoir de l'imagination, de l'audace. Il faut prendre le risque de commettre des erreurs et personne n'a le droit de vous imposer des limites, quelles que soient vos origines, d'où que vous veniez. Mais le véritable génie n'appartient qu'aux audacieux. Minou rentre chez lui. J'étais absolument pas né durant l'âge d'or de Disney avec Blanche-Neige et les 7 nains, Dumbo ou Bambi. Parce que ces films datent des années 40 et une bonne partie de ma génération peut vite l'oublier tant leur qualité n'a pas pris une ride 50 ans plus tard. J'ai plutôt connu ce qu'on appellera le second âge d'or de Disney, avec Hercule, Mulan, Tarzan et tous ces films devenus des classiques des années 90. C'est le contexte historique et économique qui a clairement joué un frein aux ambitions de Walt Disney. Le premier âge d'or a été stoppé net par la Seconde Guerre mondiale, ce qui a donc ralenti la production, mais aussi splitté les équipes. Puis, pour enfoncer le clou, la magie du studio a pris un sacré coup avec la mort de Walt en 1966. Je globalise un peu, mais le studio avait littéralement posé les bases du cinéma d'animation que l'on connaît. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Disney a aussi figé l'idée que l'animation est un média pour enfants. À la base, le succès de Disney repose sur un choix artistique et narratif très précis. Disney ne crée pas d'histoire, il en adapte. Ces contes ont toujours été pensés pour être racontés aux enfants. La petite sirène chez Disney, niveau histoire, elle est bien plus accessible que dans le conte originel, où elle finit la langue coupée et sent son corps se dissoudre en écume. Pareil pour Blanche-Neige, où la reine est punie en étant forcée de danser jusqu'à la mort dans des chaussures brûlantes. Alors que chez Disney, elle tombe simplement d'une falaise. Après, Disney est ce qu'il est, et Walter avait déjà compris que la cible n'était pas seulement les enfants. Were your films principally designed for children? Well, no, you have to appeal to the adult, or, well, the adults have the money, the children don't have any money. Disney veut toucher un public familial, et pour ça, il adapte son contenu pour un grand public. Changer, c'est bien. Oui, mais c'est pas facile. Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Tu as en toi les prémices de la grandeur, mais faut te mettre à la barre et choisir toi-même ton cap. C'est efficace, mais ça a installé une norme qui a longtemps limité l'animation que l'on connaît chez Disney. Là où l'animation japonaise ose des récits plus matures, Disney reste attaché à cette image de conte édulcoré, renforçant l'idée que l'animation est bel et bien un média pour enfants. Au début, je disais ne pas faire la distinction entre les Disney des années 40 et ceux des années 90, mais je comprends mieux pourquoi. Disney a affiné une recette qui fonctionne. Un héros en quête d'identité, un méchant identifiable qui au fond n'a pas d'autre but que d'être un méchant, et enfin une grande aventure initiatique avec une fin heureuse. Le truc, c'est qu'en tirant sur la corde avec cette recette, Disney n'a pas suivi l'évolution du média lui-même, et c'est pourquoi l'un des films qui aurait pu faire perdurer l'âge d'or est tout simplement sorti au mauvais moment. Ce film voit le jour en 2002 entre Harry Potter 2 et Le Seigneur des Anneaux les deux tours. Niveau calendrier, je pense qu'on pouvait faire mieux, mais sur le papier, c'était un projet ambitieux porté depuis les années 80 par Ron Clements et John Musker. Adapter L'île au trésor de Robert Louis Stevenson et l'envoyer dans l'espace. Le truc, c'est que début des années 2000, Pixar a déjà conquis le cœur du public avec l'animation 3D, là où l'animation 2D était clairement en perte de vitesse.
Mais le public ne comprend pas non plus ce que Disney cherche à faire avec ce film. À sa sortie, on dirait qu'il n'ose pas assumer les changements qu'il pourrait apporter à cette recette déjà bien rodée. Et c'est dommage, chaque personnage du film a une identité, un sens profond. Il y a une vraie mélancolie avec la figure d'un père absent et d'un ado paumé. En fait, au moment où le film sort, il semble trop adulte pour les enfants et trop enfantin pour les adultes. Accroche-toi contre vents et marées. Et quand le moment sera venu, tu auras l'occasion de mettre à l'épreuve le gréement de ton navire et de montrer ce que tu as dans le ventre. Ce jour-là, j'espère être avec toi pour contempler tes voiles inondées de lumière. Le film fait un flop et c'est pas une erreur, c'est un signal. Parce qu'aujourd'hui, il a trouvé son public. C'est devenu un film culte que je vous conseille de découvrir si c'est pas déjà fait. Mais surtout, il parle à tout le monde. De ce gamin qui rêve d'une grande chasse au trésor à travers les étoiles, de cet ado qui cherche juste un sens à sa vie, et de cet adulte qui veut transmettre quelque chose. Faudra attendre encore un peu pour que des films comme Réponse ou La Reine des Neiges, en dehors d'un merchandising impressionnant, amènent des sujets plus profonds avec une héroïne qui ne doit pas changer pour mériter d'être aimée, mais qui apprend à s'aimer elle-même. We all love stories. We're born for them. Stories affirm who we are. We all want affirmations that our lives have meaning. And nothing does a greater affirmation than when we connect through stories. It can cross the barriers of time, past, present, and future, and allow us to experience the similarities between ourselves and through others, real and imagined. Une bonne histoire est censée être intemporelle et universelle. Voilà ce qu'Andrew Stanton, l'un des auteurs les plus importants de Pixar, nous raconte. Leur force, c'est d'entrer dans l'émotion pure, de proposer une nouvelle vision, et pour ça, il faut briser certaines règles. Pour l'anecdote, c'est venu directement avec Toy Story quand Tom Hanks a été casté pour faire la voix de Woody, et qu'il a ironiquement demandé s'il devrait chanter. Pixar, sur le coup, avait encore tout approuvé, mais ils étaient persuadés d'une chose, une bonne histoire ne se fonde pas sur des règles rigides. And I thought that epitomized perfectly what everybody thought animation had to be at the time. But we really wanted to prove that you could tell stories completely different in animation. So we didn't have any influence then, so we had a little secret list of rules that we kept to ourselves, and they were no songs, no I want moment, no happy village, no love story. And the irony is that in the first year, our story was not working at all, and Disney was panicking. And a year after that, we did conquer it, and it just went to prove that storytelling has guidelines, not hard, fast rules. Évidemment que c'est une prise de risque énorme de dire aux plus grands studios d'animation qu'on n'a pas envie de suivre les règles parce qu'on pense qu'on peut changer la donne. Dans un monde, Toy Story fait un bide et Pixar n'aurait même pas fait un seul film après ça. Il faut comprendre que le studio a un tel impact sur l'animation de façon générale que la norme après Toy Story, c'était de faire des films d'animation en 3D. Chaque année, on découvre un nouvel univers tellement riche et unique que Pixar a l'air d'avoir compris ce que le public de Disney avait perdu. Et en fait, je pense que si je devais expliquer ce qu'est la magie de Pixar en une scène, sans aucune hésitation, je montrerais l'introduction de là-haut. En fait, il aura fallu moins de 5 minutes pour prouver à n'importe qui qu'il n'avait pas besoin de la moindre ligne de dialogue pour nous faire passer du rire aux larmes. Là-haut, ça pourrait être vu comme l'histoire d'un vieux monsieur un peu ronchon qui décide d'attacher des ballons à sa maison pour s'envoler vers l'Amérique du Sud. Mais en réalité, c'est surtout l'histoire d'un deuil, d'une promesse et d'un rêve qu'on refuse de laisser mourir. Pour moi, l'intro de là-haut, c'est la preuve que l'animation est un langage universel. En même pas 5 minutes, on s'attache à 2 personnages, on apprend qui ils sont, leur quotidien, leurs rêves, et comment tout ça peut être brisé en un claquement de doigts. Mais on apprend aussi comment se reconstruire et on découvre qu'on peut encore avancer, même quand on pensait que tout était déjà derrière nous. Vous voyez ce léger étonnement ? En le revoyant aujourd'hui, j'ai compris qu'elle le prépare une dernière fois. Elle a juste une dernière fois son nœud papillon, parce qu'elle sait qu'il a encore d'autres aventures à vivre. C'est un studio qui parle aux adultes en assumant que les enfants comprendront ce qu'ils peuvent. Pixar ne casse pas les règles pour sortir du lot. Il les casse parce que la vie elle-même ne rentre pas dans une morale de 90 minutes avec une chanson et une happy end. We can make a world with monsters, with robots that fall in love. We can even make pigs fly. L'animation est un médium qui leur permet d'illustrer un imaginaire et surtout de transmettre une émotion forte.
Et là où Pixar a répondu à Disney avec tendresse et maturité, DreamWorks va choisir une autre stratégie, la double lecture. Parce que si les règles sont faites pour être brisées, autant le faire en enfonçant des portes. Shrek, c'est l'anti-conte de fées. Avec ce que Disney nous propose depuis des années et Pixar qui cartonne avec des sujets plus profonds, DreamWorks trouve une fenêtre assez inattendue, autant pour les spectateurs que pour le studio lui-même. À la base, DreamWorks c'est le prince d'Égypte, avec une animation 2D extrêmement réaliste. Mais là, Shrek c'est un autre pari. C'est un projet qui sort du lot et qui sera peut-être même celui qui changera l'avenir du studio. En vrai, je vous conseille vraiment le documentaire de 12 FPS Podcast, DreamWorks, la tête dans la lune, qui retrace l'histoire de DreamWorks et raconte en détail comment Shrek a quasiment sauvé le studio. Il y a beaucoup plus et surtout il y a plein d'artistes ayant bossé chez DreamWorks qui y sont interviewés et c'est bourré d'anecdotes vraiment intéressantes. Moi, le truc qui m'intéresse ici, c'est que DreamWorks va bâtir une identité sur un modèle assez unique avec Shrek, qui découlera sur Madagascar et Kung Fu Panda. Ça prend le contre-pied de toutes les fairy tales que tout le monde connaît. Il y a des blagues et un ton qui est pour les adultes et pour les enfants. C'est popcorn par excellence. Alors c'est ça, le château de Lord Farquaad. Ah ouais? C'est bien là. Il aurait pas comme quelque chose à compenser ton Lord. Dans Shrek, on utilise des contes pour enfants, mais on les replace dans un contexte plus réaliste. Le prince charmant, c'est pas vraiment celui qu'on pense connaître depuis toutes ces années, et la princesse n'est pas qu'un prétexte pour mettre en valeur les exploits d'un homme. Et cette audace va être récompensée. En 2002, l'Académie crée pour la première fois un Oscar du meilleur film d'animation. Face à Jimmy Neutron et Monstres et compagnie, c'est Shrek qui va remporter le tout premier Oscar. Un prix qui sera plus qu'une récompense, c'est un symbole. Shrek ne se contente pas de sauver DreamWorks financièrement. Il installe aussi un ton et une identité, une voie parallèle à Disney et Pixar, plus méta, et qui va devenir la marque de fabrique du studio dans les années 2000. Avec DreamWorks, l'animation devient un espace critique, un miroir de la pop culture et parfois même de l'actualité. Violence policière! Y'a pas pire là! Attention, y'a pas pire! Lâchez-moi! Je veux parler à la princesse Fiona! Ils sont très bons pour garder une certaine qualité sur des licences phares, mais c'est vrai que dès que le studio tente quelque chose de nouveau, c'est un peu compliqué. Pourtant, il y a un film qui pour moi sera ce que Disney avait touché du doigt et ce que je pensais ressentir chez Pixar. Au début, j'étais pas sûr de pouvoir le placer dans cette vidéo, mais en fait, c'est la première fois qu'on peut vraiment se projeter dans un personnage chez DreamWorks. Ce qui me frappe, c'est à quel point Dragon résonne avec La planète au trésor. Les deux films parlent d'un ado paumé, en manque de figure paternelle, qui cherche leur place dans ce monde. Sauf que là où Disney avait raté le coche avec un film jugé trop adulte pour les enfants et trop enfantin pour les adultes, là, le public a évolué et DreamWorks a réussi à trouver l'équilibre. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je sauve ce dragon? J'aurais mieux fait de le tuer. Ça aurait été mieux pour nous tous si j'avais fait ça. Ouais, et c'est ce qu'on aurait tous fait, c'est clair. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Bonne question. En fait, la trilogie elle-même est le reflet de ce que je cherche à raconter. Parce que dans le premier film, Harold est un jeune viking de 14 ans qui n'arrive pas à s'adapter au monde qui l'entoure. Et c'est la rencontre avec Croque-Mou qui va lui permettre d'entamer une sorte de quête d'identité. Cette même quête qu'on a quasi tous connue à un moment dans notre vie, à un âge plus ou moins similaire. Dans le second film, Harold est devenu un jeune adulte confronté à de plus grandes responsabilités et un héritage qu'il n'imaginait même pas. Puis, le troisième volet, c'est un adulte qui comprend que grandir, ça implique aussi des sacrifices et que parfois, c'est dire adieu à une partie de son enfance. Dragon, c'est pas qu'une question d'amitié.
c'est le chemin que l'on parcourt tout au long d'une vie, et DreamWorks l'a bien compris parce qu'au final, leur force, c'est de prouver qu'un film d'animation n'a pas besoin de choisir son public. Il peut parler à tout le monde, mais différemment, selon l'âge auquel on le regarde. En vrai, depuis Toy Story, l'animation a vachement évolué, et le public aussi. Disney sort d'une longue traversée du désert à la sortie de La Reine des Neiges, Pixar enchaîne les succès, mais depuis quelques temps, tout est prétexte à être humanisé. DreamWorks a du mal à sortir du lot en dehors de ses licences phares. Bref, on arrivait presque à un point où il était facile de dire que les films d'animation, c'était mieux avant. Le truc, c'est que tout comme Toy Story, il y a une œuvre qui va débarquer de nulle part et lancer un mouvement qui tirera l'animation vers le haut. Mais avant ça, il y a un pays de l'autre côté du globe qui a compris depuis le début que l'animation n'est pas qu'une question d'âge. Au Japon, l'animation a toujours été pensée comme un médium capable de raconter n'importe quelle histoire, qu'elle soit pour les enfants, les ados ou les adultes. Et je suis désolé si je vais globaliser tout un pan de l'animation sur le coup, mais pour le grand public, il y a un nom qui ressort le plus souvent, c'est évidemment le studio Ghibli. In the history of animation, which dates back to the earliest years of film itself, there are two figures whose contributions to our art form place them above all others. The first is Walt Disney. The second is Hayao Miyazaki. Ok, faut qu'on prenne un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir parce que je vous rappelle que je parle avec ma vision, celle d'un gamin des années 90, et donc d'un gamin qui a découvert assez tard ce qui se faisait de l'autre côté du globe. Pendant que Disney est en train de préparer La Petite Sirène, un joli conte romantique aux couleurs pastel, au Japon sort Akira, un film cyberpunk assez violent et philosophique qui influencera une grosse partie du cinéma mondial. Il n'y a qu'une année d'intervalle entre ces deux œuvres et pourtant c'est tout un monde qui les sépare. Le truc, c'est que si je vous reparle de Disney, c'est aussi parce que c'est grâce à eux qu'on connaît les films du studio Ghibli en Occident. Dans les années 90, un accord de distribution est signé entre Tokuma Shuten, la société mère de Ghibli, et Disney. Sauf que, si on regarde les articles de l'époque, on se rend vite compte que l'idée n'enchantait pas vraiment Hayao Miyazaki, le réalisateur de la plupart des Ghibli qu'on connaît. Lui, comme ses équipes, craignait que Disney mette son nez dans leurs films, et dénature le savoir-faire du studio. Parce qu'à l'époque, pour l'exportation en Occident, certains films ont été effectivement modifiés. L'exemple le plus connu, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Quand il sort aux États-Unis en 85, le film est charcuté de 30 minutes et est renommé Warriors of the Wind. Le résultat est incompréhensible, les personnages changent de nom et l'esprit du film est complètement trahi. Donc autant vous dire que ça a laissé Hayao Miyazaki assez furieux. Alors quand quelques années plus tard Disney signe l'accord de distribution avec Tokuma Shuten, le studio met une condition non négociable. Aucune coupe et aucune censure. Et c'est de là que vient la légende que vous avez peut-être déjà entendue. Harvey Weinstein, qui distribuait Princesse Mononoke via Miramax, aurait proposé de couper certaines scènes jugées trop violentes. Miyazaki lui aurait alors envoyé un katana accompagné d'un petit mot « No cut ». Que ce soit totalement vrai ou légèrement romancé, le message était clair. On ne touche pas au film de Ghibli. C'est grâce à cette fermeté qu'on voit bien que le Japon prend l'animation au sérieux. C'est pas un produit de consommation formaté uniquement pour les enfants. In 1979, I just graduated from CalArts and was working as an animator at the Disney Studios. And what I and my fellow CalArts grads had found was that the entire movie-making industry, all of the studios, even Disney, had fallen into the belief that animation was just for children. My peers and I tried to convince our bosses that this wasn't true, but we were shut down at every turn. This was very discouraging, to say the least. Le voyage de Chihiro est ce qui se rapproche le plus de ce que pouvait faire Disney à l'époque, surtout si on le compare à Alice au Pays des Merveilles. Sorti en 2001, le film raconte l'histoire de Chihiro, une fillette de 10 ans qui bascule dans un monde mystérieux rempli d'esprit et de divinité. Dit comme ça ressemble légèrement à un conte pour enfants, mais en réalité, c'est toute une allégorie beaucoup plus large. La peur de grandir, la perte d'identité et une critique du consumérisme.
Mais là où Disney fait d'Alice une prisonnière d'un rêve incohérent, légèrement aseptisé par rapport à ce que Lewis Carroll avait écrit, Chihiro traverse de véritables épreuves initiatiques. Et surtout, Alice se réveille, Chihiro mûrit. On ne sait même pas si le monde des esprits est un rêve ou une réalité. Le succès est immense. Chihiro devient le plus gros succès de l'histoire du box-office japonais. Il remporte l'Ours d'Or à Berlin et surtout l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003, juste après Shrek. And the Oscar goes to, let's see, Spirited Away, Hayao Miyazaki. Avec Ghibli, on arrête enfin de se demander si l'animation est réservée aux enfants. Chaque film assume d'être une œuvre à part entière. Mais il faut élargir le regard, parce que si Ghibli a incarné cette ouverture à l'international, l'animation japonaise dans son ensemble a toujours porté cette idée. En fait, l'animation japonaise a imposé une évidence que Disney, Pixar et DreamWorks ont mis beaucoup plus de temps à accepter. L'animation n'est pas un genre, c'est un langage. Bon, attendez, je fais une petite parenthèse cocorico parce qu'évidemment, je peux pas parler d'animation sans parler de ce que fait la France. On a toujours une place très particulière dans le paysage cinématographique, y compris dans l'animation. Certes, on n'a pas forcément l'aura d'un Pixar ou d'un DreamWorks, mais on n'a clairement pas à rougir face à ce qui se fait ailleurs. Avec Le Roi et l'Oiseau, on a posé dès 1981 une ambition artistique immense qui a inspiré jusqu'à Miyazaki lui-même. Plus tard, on a eu Kirikou, La Prophétie des Grenouilles, Max & Co, des films profondément ancrés dans une identité culturelle différente. Puis il y a eu Persepolis et plus récemment Mars Express, qui prouvent qu'on peut aborder des thèmes sociaux ou politiques en restant dans l'animation. Ces films, je les ai découverts à différents âges et à chaque fois, ils m'ont marqué pour une raison différente. Alors oui, en France, la question de l'âge s'est souvent posée en parlant de dessins animés plus que sur les films d'animation. Mais ça, c'est un autre gros débat que j'essaierai de traiter un jour. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un film qui a révolutionné l'animation. Alors, je vous ai un peu menti, il sort pas de nulle part parce que c'est Spider-Man. Mais justement, c'est pas n'importe quel Spider-Man. Quand Sony annonce un Spider-Man en animation, où c'est pas Peter Parker qu'on suit, mais Miles Morales, ça intrigue pas mal de monde. Visuellement, c'est une révolution. Chaque plan ressemble à une planche de comics et la direction artistique va marquer un renouveau dans le milieu de l'animation. Il y a encore quelques années, la 3D avait impacté les films en instaurant une nouvelle norme. Mais là, elle s'inspire de l'animation traditionnelle. On anime les personnages en 12 fps pour renforcer l'aspect comics et on dessine des éléments directement en 2D dans notre univers 3D. Après, loin de moi l'idée de dire que c'est la première œuvre à faire ça, parce que Fortiche, le studio derrière la série Arcane, avait déjà proposé cette façon de traiter l'animation. Mais là, ce que Sony a réussi à faire, c'est oser prendre des risques sur grand écran avec une immense licence. Après, avec du recul, Spider-Man ne révolutionne pas vraiment le schéma de l'ado paumé qui cherche sa place. On retrouve une nouvelle fois cet ado qui doute, qui ne rentre pas dans le moule et qui doit trouver son chemin. Alors qu'est-ce qui me dira que je suis bête? Rien du tout. Tu dois croire en toi. Au final, c'est tout simple, Miles. Il faut juste sauter dans le vide. Ce que Into the Spider-Verse change, c'est pas l'histoire, c'est la façon de la raconter. Tout le monde peut porter le masque. Miles Morales n'est pas le premier ado perdu conçu au cinéma, mais il est peut-être celui qui a parlé le plus fort et surtout à toutes les générations. Le film a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, il cartonne au box-office US et surtout il influencera toute l'industrie, comme les Mitchell contre les machines, les Tortues Ninja ou le Chapeau T2 qui relancera une hype immense après le flop de Shrek 4. Voyez-vous ça? Ne serait-ce point le chapeauté en personne? Tous ces films ont un point en commun. Ils n'auraient sans doute pas existé sous cette forme sans Into the Spider-Verse. Pendant des années, l'animation américaine a couru après le réalisme. Mais en 2018, Sony a prouvé qu'on pouvait séduire le grand public avec un parti pris assumé, qui ressemble plus à une œuvre d'art qu'à une imitation du réel. Aujourd'hui, on attend plus seulement d'un film d'animation qu'il soit techniquement parfait. On attend qu'il ait une vraie identité visuelle, quelque chose de neuf. Et cette liberté retrouvée, elle libère aussi les récits. Parce qu'en osant sortir du moule, on redonne à l'animation ce qu'elle a toujours été. Un moyen d'expérimentation. Un langage qui peut prendre toutes les formes possibles pour mieux parler à chacun d'entre nous. Alors, y a-t-il un âge pour voir un film d'animation ?
Certains ont voulu nous faire croire que oui, mais l'animation a évolué tout en gardant à l'esprit que les artistes derrière tous ces films sont des grands enfants qui cherchent juste à parler à l'enfant qu'ils étaient et à l'adulte qu'ils veulent être.